On passe la parole à Ulrich Fleural. Océan, enjeu décolonial. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer par vous demander de me citer les plats traditionnels martiniquais. Non, attends, tu es qui? Parce que Ulrich, désolé, Ulrich militant, écologiste, souverainiste et panafricain, et travailleur social dans tout ce qui concerne le professionnel. Ok, donc, est-ce que vous pouvez me citer les plats traditionnels que vous connaissez, plats traditionnels martiniquais? Ok. Migan, Tinanamori, quoi d'autre? Matoutou, lentilles cochon. Ok, on va s'arrêter sur Tinanamori. Bon, d'où la morue sort? C'est pas non, j'ai pas encore attaqué le truc. D'où la morue sort? Islande, Norvège, tout ce qui est au niveau de l'Arctique. Et à un moment donné, pendant notamment l'esclavage, c'était au niveau de Terre-Neuve, où même ceux qui naviguaient en tout cas disaient qu'il suffit de mettre un panier dans l'eau et on attrape du cabillaud. Donc, au niveau de Terre-Neuve, pas loin de Saint-Péry-Miquelon. Donc c'est pour ça même que dans notre langage, il y a le fait que mon cas est Miquelon, ça veut dire que je vais loin. Parce qu'il y a des Martiniquais, effectivement, qui allaient faire la pêche à ce niveau-là. Et il y a des implications qui sont aussi juridiques par rapport à la morue. Donc, ce sont les Basques qui vont développer cette industrie-là, en tout cas au niveau de la France, parce que les Basques dominent au niveau du sel. Ils ont la maîtrise, en tout cas, de la fabrication du sel. Et le cabillaud permet d'avoir une chair, en tout cas une protéine, à moindre coût, et en plus qu'on peut conserver longtemps. Il n'y a pas de réfrigérateur à cette époque-là. Donc, dans le code noir est inscrit le fait que les esclaves pourront se nourrir de morue et de viande séchée. Mais comme la viande fluctue en fonction de la ressource, donc c'est institué dans le code noir. Donc ça veut dire que c'est pas une consommation qui correspond ni aux populations qui sont sur place, ni aux populations qui sont importées d'Afrique, etc. Bon, jusque-là, donc il y a un héritage colonial qui vient de la morue et qui est même inscrit dans le code noir, donc dans la législation. Donc c'est l'alimentation des esclaves qui est liée à ça. Sauf qu'aujourd'hui, le problème c'est que la surpêche a fait qu'on a de moins en moins de morue, même au niveau de Terre-Neuve, justement, au niveau du Canada avec la France, jusqu'en 1992. En 1992, il y a un moratoire qui est fait pour interdire la pêche de la morue au niveau de cette partie-là, en tout cas de l'Atlantique. Donc, on va le trouver au niveau de la Norvège. D'ailleurs, tous ceux qui achètent de la morue aujourd'hui, vous voyez bien, c'est marqué Norvège un peu partout, c'est impacté dans du plastique. Martine a parlé du fait que c'est dans du plastique et transporté depuis ces régions-là jusqu'ici. Maintenant, il y a un problème de surpêche parce que ça existe depuis le 15e siècle, hein, qu'il y a l'industrie en tout cas de la morue. Donc, on en arrive. Donc, il y a une surpêche, mais il y a aussi le changement climatique qui impacte. Parce que du coup, comme il y a le réchauffement de l'océan, donc les prédateurs de la morue commencent à aller vers l'Atlantique et donc du coup disséminent la population de la morue au fur et à mesure. Et en fonction justement de cette problématique au niveau de l'océan, la dimension même de la morue a diminué au fur et à mesure des années à force d'être pêchée de façon juvénile et en plus le fait que son prédateur est pas loin, donc au fur et à mesure il y a des conséquences sur le vivant. Donc ce qui fait que c'est dans ces régions-là qu'on va trouver de la morue et comme nous sommes une espèce dite la plus intelligente, en plus ce qui est marrant c'est que c'est nous-mêmes qui avons décidé que nous sommes les plus intelligents. Donc, bon, il n'y a plus de ressources, il y a le changement climatique qui intervient, donc c'est les 20 dernières années qu'on commence à se rendre compte qu'il y a les deux facteurs. Il y a la surpêche du cabillaud, il y a aussi le changement climatique qui fait qu'il y a de moins en moins de ressources en morue. On s'est dit, on va faire de l'élevage. Bon. Ça va être la transition vers la troisième partie, mais je vais juste passer sur le fait que la deuxième problématique de la morue, c'est la pêche. Et le plus souvent, ce sont des chalutiers qui pêchent la morue. Donc, je rappelle rapidement un chalutier. Vous avez le sol ici. Le filet descend au niveau du sol, il va racler absolument tout ce qu'il peut trouver dans cet écosystème-là, il va le ramener à la surface. Donc déjà, on va essayer de faire une comparaison, parce que comme on est l'espèce la plus intelligente, on est aussi capable d'empathie, logique. Allons se mettre dans la place du cabillaud. Vous êtes dans votre espace naturel, on est ici. Quelqu'un avec un gros filet, il nous ramasse tous. Ok, mais il nous ramasse aussi avec nos prédateurs, ou les bêtes qu'on n'aime pas. Donc on va monter. Avec le chalutier, on va monter avec les ravets, avec les rats, avec tous nos animaux qu'on aime bien, les scolopends, etc. Donc tout ça, on est tous concentrés dans ce filet-là et on sort de notre milieu naturel. Maintenant, je vais vous demander d'inverser. Le cabillaud, du coup, le poisson, il est dans
un milieu où il est oxygéné, ou voilà, son milieu naturel, on l'y extrait. Nous, on va faire le contraire. En tant qu'être humain, on va aller dans l'eau. C'est comme si justement, pendant tout ce moment-là, ben, il va suffoquer parce qu'il sera mis sur le ponton pour pouvoir être trié. Donc pendant ce temps-là, ça dure entre 25 et 4 heures de temps. Le moment où le poisson va suffoquer. Donc imaginez que vous-même, c'est comme si on vous plonge la tête dans l'eau pendant entre 25 et 4 heures de temps. Donc pendant ce temps-là, il y a tous vos copains, on commence à vous trier. Donc on reste à un certain moment. Et oui, j'avais oublié que le fait qu'on nous prenne de la surface au fond de la surface, est-ce que vous avez déjà fait de la plongée sous-marine? On vous indique que logiquement vous devez monter un peu moins vite que la vitesse des bulles qui remontent à la surface. Le chalutier, lui, il n'est pas dans ce calcul-là. Lui, il faut qu'il remonte quand il doit remonter. Donc imaginez maintenant que vous passez justement à des niveaux de pression qui sont de plus en plus forts et avec un temps qui est de plus en plus compressé. Donc forcément, ça a des impacts. En tant qu'humain, quand on remonte trop vite à la surface, qu'on fait de la plongée sous-marine, ça a des impacts sur notre santé. Imaginez le poisson. C'est exactement le même principe. Ensuite, une fois qu'il est trié, donc on fait le tri, on rejette tous ceux qui ne sont pas nécessaires, en tout cas qu'on ne consomme pas nous. Donc tous les petits, les espèces qu'on n'a pas envie de consommer en tant qu'être humain, on les rejette. Mais évidemment, si on est sorti dans ces conditions-là, quand on les rejette, 90% de la ressource meurt quand elle retourne dans l'océan. Et ensuite, enfin, on vous éviscère. Donc voilà, on vous prend comme ça, on retire vos organes et ensuite vous êtes prêt à la consommation. Donc l'idée, quand j'ai parlé de cela, c'est pour montrer que quand on parle de décolonisation, c'est aussi notre comportement par rapport aux autres espèces du vivant. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a une problématique par rapport au fait que comment on traite les poissons et donc comment on consomme les poissons. On fait ce gros travail là au niveau de la viande, mais c'est pas tellement le même travail qui est fait au niveau des poissons, donc on continue à le consommer, mais on oublie dans quelles conditions le poisson lui-même est tué. Donc je passe sur les effets des toxines que le poisson accumule, le stress, etc., les maladies qui se développent quand il sort de l'eau dans ces conditions. Et enfin, donc j'ai dit, donc comme on est l'espèce intelligente, on va faire de l'élevage. On fait de l'élevage. Pour faire de l'élevage, comme il est plus dans son milieu naturel, donc lui-même ne peut plus manger, donc qu'est-ce qu'on fait? On va le nourrir nous-mêmes. Et donc on va le nourrir avec de la farine et de l'huile de poisson. Donc, les Occidentaux, Asiatiques, ils ont raclé toute leur surface autour de chez eux, donc ils vont un peu plus loin. Et puis, il y a un Eldorado, et ça fait longtemps qu'on a cet Eldorado-là, et il se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. L'Eldorado qui nous a permis d'exploiter d'abord les êtres humains, enfin, on peut le prendre dans n'importe quel ordre, les êtres humains, les ressources minières, les ressources naturelles au niveau de la forêt, etc. Ben, l'océan, pourquoi pas aussi s'en occuper, parce que, évidemment, la nature a bien fait les choses. Si la nature est née au niveau du continent africain, c'est aussi parce que les ressources naturelles, en fait, sont hors pair, en fait. Hors norme, en tout cas. Donc, n'importe qui est à la place du créateur aurait fait la même chose, aurait mis la vie là. Et en fait, il y a un courant froid qui traverse, en fait, l'Atlantique et qui va au niveau des côtes africaines, qui fait que ça apporte un afflux d'algues qui, en plus, rapporte des nutriments pour les poissons. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est extraordinaire la ressource en poisson qui existe là-bas. Et donc forcément, les puissances étrangères savent qu'il y a la ressource là-bas. Donc quand la Chine, notamment celui qu'on dépeint comme un grand futur allié certainement de l'Afrique, au-delà de l'agriculture, ils sont aussi là pour la pêche parce que leurs eaux sont de toute façon de moins en moins conséquentes en termes de ressources en poisson. Et donc du coup, la Chine y est. La Russie y est. Le Japon y est. Donc ça me fait toujours rire parce qu'on parle souvent du Japon, de ses mangas, etc. Mais demandez à un Chinois l'image qu'il a du Japon. Ils vont toujours vous dire que les Japonais, ce sont des colons pour eux. Donc, quand on parle du Japon, il faut aussi penser que les Japonais sont là-bas, les Turcs aussi sont là-bas, et ils exploitent la ressource au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est toute une pêche artisanale qui est organisée. Tout ce qu'on retrouve en tant qu'insulaire, on va le retrouver au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils vont tirer la Seine. Ils ont des embarcations qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à l'aïeul. C'est pas anodin si elles se ressemblent autant. Au niveau de la Sénégambie, regardez les embarcations, vous verrez une yacht, quasiment. Donc ils tirent la Seine, il y a tout un artisanat, et toute la transformation est faite par une population en plus vulnérable qui est celle des femmes. Tout ce qui est la pêche, c'est les hommes qui vont plus souvent s'en charger, mais tout ce qui sera la transformation, saler le poisson, le conserver, en faire des aliments, ce sont les femmes. Donc c'est toute une industrie qui est sur place. Et en fait, les Occidentaux d'ailleurs, donc d'abord ils vont faire des accords sur les zones économiques exclusives.
Et ils ont limité le fait que c'est le surplus en tout cas de la pêche qu'il faut renverser à la population locale. Donc finalement, ça représente que 3 à 4% de revenus qui revient dans les poches des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils sont malins, ils se sont dit, bon, ok, on va faire ce qu'on appelle l'ivoirisation des pêcheurs. Donc, ils vont rentrer dans le pays. De toute façon, dans cette zone-là, pour ceux qui sont déjà allés, la corruption, voilà, tu alignes un billet de 500, tu peux faire absolument tout. Tu peux acheter n'importe qui, du ministre à... La corruption, c'est un sport national. Donc forcément, ils prennent des prête-noms pour pouvoir avoir des embarcations de pêche et pour pouvoir faire de la pêche avec une grosse quantité de pêche qui est faite. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ivoirisation. Donc au Sénégal, vous allez le retrouver, au Togo, etc. Ils vont utiliser des prête-noms. Et ça, les Libanais aussi sont très forts pour le fait d'avoir des prête-noms. Donc il y a certains États comme le Togo où il est interdit par exemple d'être propriétaire de terre, mais les Libanais sont propriétaires de terre parce qu'ils ont des prête-noms, par exemple. Et ce qui font qu'ils vont rentrer dans l'économie du pays finalement et ils vont s'en servir pour pouvoir faire de la pêche intensive. Et enfin le dernier aspect c'est la pêche illégale. Et là ce sont les Chinois qui sont les champions dans la catégorie et ils vont utiliser notamment les chalutiers. Et toute cette ressource finalement, donc quand on pêche une tonne de poisson, non, quand on pêche 5 tonnes de poisson, une tonne va finalement servir à l'alimentation humaine. Les 4 tonnes restantes vont servir à produire de la farine de poisson et de l'huile qui permet de nourrir les fermes, les élevages plutôt de poissons, mais aussi les élevages porcins. Hein, bah oui, faut que ça serve aussi dans d'autres endroits. Ce qui fait que ils ont construit, notamment, donc, comme je dis, le champion, ce sont les Chinois, une soixantaine d'usines de transformation pour pouvoir transformer ces poissons-là en huile et en farine. Et ensuite, ils le disséminent un peu partout. Donc, les Européens en profitent, les Chinois en profitent, les Japonais en profitent, les Turcs en profitent, les Russes en profitent. Donc, il y a encore une fois une capitalisation sur les ressources qui sont dans l'océan. Et encore une fois, une région vulnérable, l'Afrique de l'Ouest, subit cette prédation-là de tous ces États-là qui vont capturer la ressource à ce niveau-là et qui servent en majorité pour pouvoir, encore une fois, nourrir les élevages de poissons et notamment le cabillaud. Donc c'est la boucle que je voulais faire pour vous montrer que quand on est dans un cheminement décolonial, il faut le voir à travers un prisme individuel. Donc le fait que nous consommons de la morue ou d'autres poissons d'élevage en tout cas, et qu'il y a des fermes qui s'installent en Martinique. Il faut bien aussi constater, certains sont honnêtes, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y en a aussi qui profitent de la même industrie. Ensuite, à l'échelle culturelle, le fait qu'on ait institué ces plats-là comme des plats traditionnels, je répète qu'une tradition bouge. C'est factuel. Observer les traditions ailleurs, toutes les traditions bougent en fonction de la ressource qui est disponible. À un moment donné, il faudra se poser la question de le tinel en morue, la crâne morue qu'on sert dans tous les restaurants ou en entrée, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et en plus, de quel héritage ça vient. C'est pas nous en fait qui avons décidé de manger de la morue. C'est un système colonial qui a été organisé et qui est, encore une fois, qui a été institué dans le code. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait au niveau de comment on traite le vivant? Donc, comme je l'ai dit, le chalutage et le fait qu'on ne fait pas en fait beaucoup de législation, on ne parle pas beaucoup en fait du fait que la pêche au gros, quels sont les impacts? Peut-être aussi parce qu'on le voit de loin. Mais il faut avoir conséquences, il faut voir en tout cas quelles sont les conséquences de ce type d'acte, sachant que même tirer la Seine, on commence à revenir là-dessus, parce qu'on se rend compte que en tirant la Seine aussi, on racle. Alors certes, c'est moins profond, mais on racle aussi les fonds marins. Et enfin, donc au niveau macro, de voir qu'il y a encore une fois, par rapport au fait qu'on mange du poisson, il y a toute une industrie qui s'organise pour pouvoir réalimenter les fermes qu'on a créées pour pouvoir pallier au fait qu'on utilise la pêche au gros et que le changement climatique accélère ce phénomène-là. Donc voilà pourquoi je voulais vous présenter selon différents prismes comment traiter de façon décoloniale l'océan et la ressource du coup en poisson dans le monde, en Afrique de l'Ouest et en Martinique. Merci, ministre Lafleur. Notamment sur... Juste, je voudrais rajouter quelque chose. Moi, j'ai des amis, j'ai habité à Dakar, au Sénégal. J'ai encore des amis qui sont là-bas et qui sont pêcheurs et ils me disent qu'ils sont obligés de partir de plus en plus loin dans la mer pour pêcher du poisson. Alors qu'avant, ils partaient à 1-2 km des côtes. Aujourd'hui, ils sont à 5-10 km des côtes. Et il n'y a plus de poissons, quoi. Et les chalutiers chinois qui sont là-bas, ils déforestent à fond
la mer. Merci à toi, Stéphanie. Ce que je retiens, si je ne dis pas de bêtises, c'est que notre attitude par rapport à cette résilience écologique, notre attitude quant à notre comportement, quant à même la préservation de nos traditions, il nous faut rentrer dans notre ancestralité, comprendre notre histoire et pouvoir se positionner. Et cette résilience, c'est réinventer tout un comportement en fait qui est sur tous les plans et tous les aspects de notre vie. Et donc, ce que tu abordes, c'est vraiment la sensibilisation à remettre en cause tous les systèmes établis. C'est ça. J'ai tout compris. Super. Tu me gardes, hein, t'as vu, j'ai tout compris.